Allez-y. Le lendemain matin, direction le centre-ville d'une commune voisine. L'objectif de Bernard, traquer sur le terrain le moindre détail qui pourrait permettre de confirmer l'implication de son suspect. Une description, une attitude ou encore des vêtements. Et on va aller se rendre compte par nous-mêmes de l'état des lieux, quoi, et nous faire relater par le personnel ce qui s'est passé. C'est quand même beaucoup plus parlant que de lire sur un procès-verbal, même si le procès-verbal est bien fait. 6 mois après les faits, l'espoir est mince, mais il y a parfois des petits détails qui peuvent relancer une enquête. Ouais, ici. Voilà. Dans ce quartier résidentiel, au milieu de ces immeubles flambant neufs, voilà le magasin en question. Bonjour, la police. On peut voir la direction, s'il vous plaît? Merci. Bernard le sait, à l'époque, c'est le gérant du magasin qui a livré le témoignage le plus précis. C'est donc sur son récit qu'il va se concentrer. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Ça va et vous? Ça va, merci. Voici l'homme en question. Le jour du braquage, vers 19 h, il compte la recette du jour dans son bureau, derrière cette porte blindée. Mais il ne rate rien de la scène et suit l'attaque en direct grâce aux caméras de surveillance. En fait, ils étaient arrivés à deux. Ils avaient bloqué la porte avec un scooter. D'accord. Et en fait, l'un d'entre eux, c'est-à-dire le plus grand, il a pris le vigile en otage. D'accord. D'accord, il l'avait emmené jusqu'ici. Il lui avait demandé de se coucher. Il me semble que c'est ça. Hein. Il avait demandé de se coucher, c'est ça au vigile. Voilà. Le vigile, qui ne travaille plus dans le magasin, a eu la peur de sa vie. Un des deux malfaiteurs a braqué son pistolet sur sa nuque pour se faire ouvrir la salle du coffre. Et ensuite, il demandait à avoir accès à la porte. Donc il lui a dit qu'il n'avait pas accès. Et donc du coup, il a tiré un coup de feu. Il n'y a pas eu d'ogive retrouvée? Non. Par contre, tes collègues retrouvent une douille? Oui, ils ont retrouvé une douille à terre. Oui. Ici? Ok, d'accord. Bon. Dans l'action, personne ne se rend compte que le pistolet du braqueur est en réalité une arme factice. Mais son coup de feu en l'air ne change rien. Le vigile ne connaît pas le code de la porte, alors l'agresseur se rabat sur cette caisse. Donc du coup, il a demandé à la caissière d'ouvrir la caisse. Prise de panique, elle a complètement perdu ses moyens. Elle disait qu'elle ne savait plus comment ouvrir la caisse. Ensuite, elle est venue ici, à la deuxième, et c'est là qu'elle a pu ouvrir la caisse. Prendre l'argent. Voilà. Ouais, et donc, le préjudice, il est estimé à combien? Il est estimé à 600 euros. 600 euros. À peu près. 600 euros. La caissière, elle non plus, ne travaille plus ici. Aucun autre témoignage pour Bernard. Et manque de chance, à cause d'un problème technique, les caméras qui fonctionnaient pourtant le jour du braquage n'ont pas enregistré la scène. L'enquêteur fait chou blanc, mais avant de partir au détour de la conversation, le gérant va lui livrer une information capitale. 2 mois avant cette attaque, la supérette avait déjà été braquée et l'homme a une conviction. Vous pensez que ça peut avoir un lien? Un lien, oui, je pense, parce que bon, la personne qui est revenue la deuxième fois, pour moi, il avait exactement les mêmes corpulences, les mêmes, bon, avec un peu plus de armes la deuxième fois, vu que la première fois, ça n'avait pas marché. Ouais. Pour vous, ça peut être la même. Oui, pour moi, c'est exactement la même personne. Ouais. D'après moi. Ouais. On va voir, ça, c'est l'enquête qui va pouvoir le déterminer. Hein. Voilà. Ouais. Si le gérant ne se trompe pas, le même homme aurait donc attaqué le même magasin à 2 reprises et à quelques semaines d'intervalle. Et bonne nouvelle pour l'enquêteur, cette première attaque, elle, a été filmée et enregistrée. Le problème, moi j'ai des images qui sont archivées. Vous les ressortez, vous les mettez sur un support et puis on fera une étude, ouais, ou passera les chercher, enfin ça dépend. Hein. Au revoir. Bernard pourra visionner cette vidéo dans quelques heures. S'agit-il vraiment du même braqueur? Impossible de l'affirmer, mais les policiers ne veulent négliger aucune piste. Et grâce à ces images, ils ont peut-être une occasion inespérée de voir l'homme qu'ils recherchent en pleine action. Le lendemain matin, dans son bureau, Bernard regarde donc l'enregistrement des caméras avec la plus grande attention. Cette première attaque de la supérette a eu lieu un peu avant midi. Alors là, on le voit sur le premier braquage, enfin, là, ce qui va devenir une tentative. Alors là, il est ici. Voici l'agresseur. Une cagoule et un casque sur la tête. Dans sa main, une arme de poing. Immédiatement, il fonce sur l'une des caissières du magasin.
Manifestement très agité, il braque son arme sur cette cliente tétanisée. Puis il tente de traîner jusqu'à la salle du coffre la caissière qui ne se laisse pas faire. Et là, il va lutter avec la caissière. Elle le pousse, voilà, il lui tape dessus et son flingue, il éclate. Au sol, son pistolet brisé en deux. Là encore, il s'agissait d'une réplique en plastique. Mais au regard de la loi, la peine encourue est strictement la même que pour une véritable arme à feu. 20 ans de prison et 150 000 € d'amende. Et là, il se sauve. Voilà, hop, là, il est parti et le flingue est par terre. Voilà. Même mode opératoire, un complice l'attendait à l'extérieur sur un scooter. Si le gérant du magasin a vu juste, le braqueur aurait récidivé 2 mois plus tard, cette fois avec un pistolet d'alarme. Après, il s'est dit, je vais faire un peu plus le méchant et boum, je tire une cartouche. Pour Bernard, il y a urgence à interpeller cet individu avant qu'il ne se procure une vraie arme. Mais comment faire avancer cette enquête? Le policier recherche 2 individus, le braqueur et son complice. Grâce à l'ADN, il a un suspect, mais il faut encore le coincer. Et pour l'instant, aucune adresse connue. Vous allez voir que dans ce genre de cas, les enquêteurs ont tout un tas d'astuces pour remonter discrètement la piste d'un individu qui tenterait de se faire oublier. Pour les policiers, l'une des premières sources d'information, c'est le monde du travail. À chaque fois qu'un employeur embauche un salarié, il est obligé de le déclarer à l'URSSAF. Voilà pourquoi Bernard et Guillaume, son collègue, vont rechercher si le suspect a travaillé récemment. Une petite semaine pour faire le vérif. On va voir s'il bosse, on sait jamais, tu vas le faire tout de suite, comme ça va être fixé. Hein? T'as la fiche... Ouais, la date. L'URSSAF est une précieuse mine d'informations pour les enquêteurs. Pour chaque nouveau salarié, un patron doit remplir une DPAE, une déclaration préalable à l'embauche. Chaque société qui embauche quelqu'un doit faire cette déclaration, c'est pour le compte URSSAF, quoi. Accès, quoi. Non. D'accord. Ça, c'est... Il faut des codes d'accès et compagnie pour le faire. Les policiers, eux, peuvent facilement consulter cette base de données. Guillaume entre le nom du suspect, sa date de naissance, puis il lance la recherche. Et quelques secondes plus tard... J'en ai un. Ah, SARL. depuis quand? Attends. Paris 15. Date d'embauche. 2012. Et voilà, et il est inscrit là-dessus. Ah, il est inscrit, ouais, bien sûr. Il a trouvé un job il y a un mois. Moins Voilà, d'un mois. voilà. Là, pile poil il y a un mois. Selon ce fichier, le suspect a travaillé il y a quelques semaines. Voici les renseignements qui intéressent les policiers. Le nom de la société et son adresse. Paris 15e. Sur la fiche? VDA. Et voilà, enfin, oui. discret de voir ce que Bon, on va c'est. voir ce que c'est comme société déjà. Ça sort, je vais te le faire sur Internet. Ouais. La suite est un jeu d'enfant. Recherchez sur Internet l'activité de cette société. C'est une poissonnerie. Une poissonnerie. Mais le suspect travaille-t-il toujours dans cette entreprise? Pour le savoir, Bernard connaît une vieille ruse de policier. C'est ce qu'on fait. Et on appelle la poissonnerie en numéro caché, on demande... Tu demandes par son prénom, Guillaume. C'est mieux. Hein? Ouais. Puis si l'autre te dit qui, bah seulement tu balances le truc. On va dire il est parti, bah s'il dit il est parti. Je raccroche après, hein, par contre, ça me l'a pas. Ah bah si elle veut te le passer, oui, tu raccroches. C'est un ennui technique. Allez, vas-y. On tente le coup. Hein? Parce qu'à la limite, on peut même aller te péter là-bas. Le PT, comprenez l'interpeller dans le jargon policier. Silence 2 secondes. Une arrestation tient parfois à un simple coup de fil. Ah, c'est bon. Allô? Allô, oui, bonjour monsieur. Ouais, bonjour. Est-ce que je pourrais parler à s'il vous plaît? À qui? Ouais. Je passe son papa si vous voulez. Il est pas là, là? Non, il travaille pas ici, monsieur. Attends, excusez-moi, monsieur, attendez. Ouais. Allô? Allô? Oui.
Oui, bonjour. Est-ce que je pourrais parler à s'il vous plaît? C'est de la part de qui? Cédric, un ami. Il est pas là, là. Il travaille pas là? Non. Ah bon, autant pour moi. Bon, mais Bon, mais écoutez, je suis désolé. Je vous en prie. Au revoir. Au revoir. Le suspect ne travaillerait pas dans la poissonnerie. Ouais. Mais un détail intrigue Guillaume. T'as vu, il me dit je vous passe son père. Ouais. C'est bizarre ça. Le père du suspect serait donc un salarié de cette entreprise. Pourtant, il n'a fait l'objet d'aucune déclaration d'embauche. Alors comment y voir plus clair? Ce qu'on peut faire quand même, s'y aller, demain, Ouais, mais je pense que t'as raison. on prend quand même contact avec le proprio. Il a peut-être des coordonnées téléphoniques qu'il avait laissées. Ça c'est risqué hein, si à son père Bernard. Ah, si, à son père, mais son père, il n'est pas inscrit là-dedans. Ouais, mais t'as vu ce qu'il m'a dit. Ouais, d'accord, mais peut-être qu'il bosse au black ou tu vois, ou que c'est un livreur. Ou... Ouais. Tu sais pas ça. Ça sent mauvais, ça. Bon, ça fait rien, on fera un saut quand même à Paris. On prendra l'air. Hein? L'enjeu est de taille. Si le suspect, alerté par son père, soupçonne une enquête policière le concernant, il risque de disparaître dans la nature. Mais là encore, vous allez voir que les policiers ne manquent pas d'astuces pour contrôler les salariés d'une entreprise sans se faire repérer. Le lendemain matin, à la première heure, direction la poissonnerie parisienne. À cet instant, Bernard se dit que son enquête touche peut-être au but, que l'interpellation du suspect est peut-être imminente. Et voilà comment les policiers vont s'y prendre pour enquêter discrètement dans cette entreprise sans éveiller les soupçons. On va faire un genre contrôle du registre du personnel, voir si tout le monde est déclaré, etc. D'accord, c'est une ruse quoi. Ouais, voilà, une petite ruse, ouais, histoire de voir si on voit l'identité de celui qui nous intéresse. Bernard et ses collègues vont faire croire à un contrôle administratif, une visite de routine pour lutter contre le travail au noir et vérifier que tous les salariés sont bien en règle. Les enquêteurs en profiteront pour plonger leur nez dans les registres, en espérant trouver le suspect ou au minimum son numéro de téléphone. Bah ça serait cool, quoi, si on avait un numéro de portable. Ça serait pas mal. Et ça nous permettrait de le placer sous géolocalisation et de savoir où est-ce qu'il se trouve le matin où on pète, avec certitude. Les policiers sont capables de géolocaliser n'importe quel téléphone portable. Un bon moyen de boucler rapidement cette affaire. Tu prends la deuxième à gauche. En approchant de la destination pour ne pas gêner l'enquête, nous suivons l'opération en caméra cachée. Dans un quartier commerçant de la capitale, voici la poissonnerie en question. Au milieu des fruits de mer et autres crustacés, les policiers rêvent d'une pêche miraculeuse. Je vous laisse parler 2 secondes là-bas. Dans l'arrière-boutique, le faux contrôle administratif commence. Le gérant, il est où? Le patron n'est pas là. Il n'est pas là. Il est où? Il vient de temps en temps le matin. Ouais. Et quand il est pas là, qui est-ce qui gère la boutique? C'est vous? C'est moi, oui. D'accord. Parce que je peux. Parce que là. Ça contrôle pour savoir au niveau du personnel Ah, excuse-moi, c'est bon, excuse-moi. qui est employé, si c'est légal et puis. Les gens sont déclarés. Non, excusez-moi, c'est bon. Moi, je suis pas habitué, De toute façon, monsieur. tout le monde est déclaré ici. Ouais, Ah oui. Non, enfin, j'ai dit oui, bah, normalement oui. à votre avis quoi. Après, Ah bah oui. c'est pas notre Mais parce que là, quand j'ai vu ça, j'ai dit, bon, il y a un problème là. Non, Ça fait partie du contrôle norme. L'opération commence mal, le patron n'est pas là. Et apparemment, les bureaux de la société ne sont pas à cette adresse. Vous avez le registre du personnel, s'il vous plaît? Il est où? C'est au bureau, ça. Et le bureau, il se trouve? Le bureau, c'est où le bureau, s'il te plaît? C'est où ça? Donc, très bien. Il y a un comptable, il y a... Alors Bernard et son collègue vont changer de tactique et vérifier l'air de rien l'identité des salariés présents sur place. Vous avez une petite identité, s'il vous plaît? Chacun? Oui. Et bonne surprise pour l'enquêteur dès le premier contrôle. Cet homme n'est autre que le père du suspect. Vous habitez où, s'il vous plaît? Ouais, Geneviève. Vous êtes embauché ici depuis combien de temps? 2004. Mais impossible de lui poser plus de questions sans risquer d'éveiller ses soupçons.
Alors Bernard décide de se rendre dans les bureaux de la société à l'autre adresse pour voir si le suspect a laissé une trace de lui. Et les bureaux, c'est où? C'est à côté, quoi. Ok. Monsieur, je vous souhaite une bonne journée. À vous aussi. À vous aussi. bien. Et bonne continuation. Au revoir. Quelques rues plus loin, à la nouvelle adresse, les policiers trouvent une autre poissonnerie. La ruse du faux contrôle administratif va-t-elle enfin porter ses fruits? Monsieur, la police. Votre patron, il est où? Le patron n'est pas là non plus. Mais dans l'arrière-boutique, une liste est affichée au mur. Les coordonnées de tous les salariés. Quoi le numéro de patron? 007. Tu peux le noter, Bernie? 16. Bernard fait semblant de s'intéresser au numéro du patron. Ok. Tac. Et pendant ce temps, discrètement, Guillaume, son collègue, photographie avec son téléphone portable la fameuse liste, sans voir précisément quel numéro y figure. D'accord. Merci. Au revoir, monsieur. Au revoir. Y découvrira-t-il le numéro de téléphone du suspect? Verdict, dans la voiture. Mais regarde, j'ai pris la photo avec mon portable, on l'a. 45-46. Voilà le numéro du père. Raté, seul le portable du père figure sur le registre. Aucun numéro pour le suspect. Impossible donc de lancer une géolocalisation. La chasse à l'homme ne progresse pas. L'URSSAF n'a pas permis de retrouver le braqueur présumé. Bernard et Guillaume vont devoir trouver autre chose. Et vous allez voir que depuis quelques années, les policiers ont à leur service une arme redoutable. Un réseau social très connu, qui n'était pas conçu pour ça au départ, mais qui se révèle être une mine d'informations très précieuse pour dénicher un suspect. Un nom, un prénom, ça suffit parfois pour mener l'enquête sur Internet. Démonstration avec Guillaume. Quelques heures plus tard, il se connecte à l'un des plus célèbres réseaux sociaux. Si, la Facebook. Ah, tiens. Et comme 25 millions de Français, le suspect y a ouvert un compte. Bah vas-y, s'il y a une photo, on va déjà regarder. Sur ces réseaux, les utilisateurs mettent en général leurs photos et dévoilent leur vie privée. Prudent, le braqueur présumé n'a pas mis son portrait, il déclare seulement être marié. Ça doit être lui, il n'y a pas de photo. Putain. Il est marié, ce mec-là? Non. Ah non. T'es sûr de toi? Bah, enfin, sinon, on ne m'a pas invité. Le but de ce réseau, c'est de mettre ses utilisateurs en contact les uns avec les autres. Les policiers remarquent aussitôt qu'ils connaissent déjà certains des amis du suspect. Mais c'est sûr, c'est lui. Parce que il a des amis que nous, on a en amis aussi, tu vois, en Ouais. commun. Et nous, on ajoute que des mecs d'ici, tu vois. Ouais, une jeune fille. Ouais. Donc, ouais. Mais pour avoir accès au profil complet du suspect, il faut maintenant entrer en contact avec lui. Et la difficulté, c'est qu'il doit donner son accord, accepter de devenir l'ami des policiers. Pas question pour les enquêteurs de dévoiler leur véritable identité, alors encore une fois, ils ont mis au point une ruse. je vais l'ajouter avec notre faux compte. Bernard et Guillaume ont créé un faux profil sur ce réseau social. Sous une fausse identité, celle d'une jolie jeune femme. Et avec cet appât, ils sont déjà entrés en contact avec beaucoup de délinquants qu'ils surveillent de près dans la région, comme le montrent ces messages. Ça te dirait un petit cadeau pour une princesse comme toi. Ah bah voilà. Il n'y a plus qu'à espérer que le braqueur présumé morde à l'hameçon. Donc c'est sûr, c'est son... Écoute, je l'ai invité, on verra bien. Dès le lendemain matin, bonne nouvelle. Le piège a fonctionné. Le suspect a accepté l'invitation. Guillaume peut donc entrer dans sa vie privée. Mais l'homme n'a laissé aucune information personnelle sur sa page. Alors l'enquêteur va s'intéresser de plus près à ses amis. Et très vite, il remarque un détail intéressant. Le braqueur présumé échange de nombreux messages avec une jeune femme. Dans ses amis, il y a une nana là, avec qui il est tout le temps en conversation. Et cette nana, elle a un profil à son nom. Et voilà, il y a
plein de trucs, des photos qui me font dire que c'est peut-être sa petite copine. Peut-être une petite amie. Et c'est peut-être chez elle que le suspect se cache. Enfin, une première piste. Je vais expliquer ça à Bernie. Bernard, Ouais. il a une liste d'amis sur son profil avec une nana. Ouais, ça pourrait correspondre. A priori, ça risque d'être deux proches. Ouais. Ou c'est sa copine, ou c'est de la famille. Hein. Alors les policiers vont creuser cette piste, se renseigner sur cette jeune femme. Et en découvrant son adresse, ils ont soudain un déclic. Tu me dis quoi? Bah, ça se retient bien comme nom. Coïncidence troublante. Dans le STIC, les archives de la police, le suspect a été mis en cause dans ce même secteur il y a 2 ans pour recel et trafic de stupéfiants. Il habite donc peut-être bien à cet endroit. Pour en avoir le cœur net, une seule solution, se rendre sur place, afin de vérifier que cette adresse existe bien et rechercher des indices démontrant que le braqueur présumé vit bien chez cette jeune femme. Dès le lendemain matin, direction une petite ville à 60 km de Gennevilliers. Sur le trajet, Bernard pense déjà à une éventuelle interpellation. Le genre d'opération qui nécessite un repérage précis. Il faut voir comment les lieux se présentent, comment le bâtiment est, où se trouve l'appartement ou si c'est une maison, tous les petits problèmes techniques pour pouvoir intervenir en toute sécurité, surtout qu'il fera nuit quand on va y aller. Donc, comme ça, on fait un repérage de jour et on peut mieux mémoriser les choses et on peut se préparer en conséquence. Quoi. Mais avant d'interpeller ce suspect à l'aube et de mobiliser des troupes, Bernard doit s'assurer qu'il vit bien chez sa petite amie. Tournez à gauche, Voilà, c'est celle-ci. 1 heure plus tard, les policiers arrivent dans une petite cité. Ça va être là-dedans. On va doucement. Leur priorité, ne pas attirer l'attention. Pas question d'être repérés et de ruiner leur chance de surprendre le suspect. Ouais, puis on essaiera de se mettre un petit peu plus loin. Je m'écarte un peu du secteur. Ouais, tu te fous là-haut. Et on finira à pied. Pour ne pas gêner l'opération, nous suivons ce repérage en caméra cachée. Voici l'immeuble de la petite amie. Malheureusement, un code en bloque l'accès. La jeune femme habite bien là. Le nez collé à la vitre, Bernard et sa collègue cherchent son nom sur les boîtes aux lettres pour localiser son appartement. Il se trouve au 2e étage, mais impossible d'entrer dans l'immeuble et pas question de traîner ici plus longtemps. Avant de partir, les policiers vont vérifier un point essentiel. Le suspect peut-il prendre la fuite par l'arrière du bâtiment? Il faudra prévoir du monde derrière. À mon avis, parce qu'on ne sait pas trop où est l'appartement. Visiblement, donc je pense que l'immeuble, ça doit couper en deux, il y aura un couloir central, vu la disposition des fenêtres là, de côté là. On doit avoir des appartements qui donnent complètement par là et des appartements qui donnent complètement par ici. Bernard est convaincu que le suspect habite bien ici. Mais pour l'instant, impossible de l'affirmer. Alors comment faire? Vous allez voir que dans ce genre de cas, encore une fois, les policiers ont une technique aussi habile que discrète. Alors là, nous allons aller au pôle emploi. Ça nous permettrait de savoir si la personne est vraiment ici ou si éventuellement elle est à un autre endroit. Le pôle emploi. Comme manifestement le suspect ne travaille pas, il doit percevoir des allocations chômage. S'il habite bien ce secteur, il a donc dû communiquer son adresse à l'organisme local. S'il veut percevoir des allocations quelconques, il faut qu'il ait une inscription. Ah bah oui. Les policiers ne vont pas tarder à en avoir le cœur net. Nous les suivons en caméra cachée pour ne pas ralentir l'enquête. Bonjour. Bonjour. Nous sommes de la Sûreté territoriale des Hauts-de-Seine. Nous voudrions avoir quelques renseignements complémentaires sur une personne qui est censée s'appeler ici. Pour avoir accès à ces informations, Bernard a pris soin
de rédiger cette réquisition qu'il présente. Il habite, comment ça s'appelle, visiblement. L'employé du Pôle emploi plonge son nez dans ses fichiers et très vite, Oui, c'est lui. le suspect est bien inscrit ici. Et comme l'imaginait Bernard, il a bien donné l'adresse de sa petite amie. Il avait même un rendez-vous calé 10 jours plus tôt. Il est pas venu. Il est pas venu? Convocation le 10. Il est pas venu. Bon, eh ben, comme ça. Le jeune homme n'est pas très à jour dans sa recherche d'emploi. C'est peut-être parce qu'il a trouvé une autre source de revenus. Est-ce bien lui le braqueur de supermarché? Bernard sera bientôt fixé. Bon, écoutez, on vous remercie tout de même. Voilà. Oui, parce qu'on est un peu perdu là. Le repérage des lieux a largement tenu ses promesses. L'adresse de la supposée petite amie trouvée sur le réseau social existe bien. Et le suspect, si l'on en croit le Pôle emploi, séjourne régulièrement ici. C'est donc là que Bernard et ses collègues vont tenter de l'interpeller. Comme le jeune homme est potentiellement armé, dangereux et qu'il vit dans une cité, les policiers ne vont prendre aucun risque. On se met en route. Brigade de sûreté territoriale de Gennevilliers, le jour J. Voilà. Pour Bernard, les prochaines heures s'annoncent cruciales. S'il s'est trompé et que le suspect n'est pas chez lui, il ne le reverra sans doute pas de sitôt. Un stress qui ne l'empêche pas de plaisanter. On va aller faire un petit tour à la campagne. Ça va nous changer. Et comme on dit, interpellation pluvieuse, interpellation heureuse. Pour cette opération, l'enquêteur a mobilisé des renforts. Une vingtaine de policiers, une section d'intervention spécialisée dans les interpellations risquées. Ils vont enfoncer la porte du suspect avec ce vérin hydraulique qui vient à bout de n'importe quel blindage. Ok, c'est bon, je m'en route. En pleine nuit, le convoi s'élance. Direction le domicile de la supposée petite amie, à 60 km de là. Bon, il faut éteindre parce qu'on arrive à l'adresse indiquée. Hein. Bernard est tendu, il compte sur l'effet de surprise. L'individu est peut-être armé. Une fois sur place, les policiers progressent sans bruit. Ils investissent rapidement l'immeuble de la petite cité. Le vérin hydraulique se charge du reste. Dégage, dégage. Oui, On y va. Go. Vous annoncez, on y va. Les policiers fouillent chaque pièce de l'appartement l'une après l'autre. Et bonne nouvelle, le suspect après lequel Bernard court depuis des semaines est bien sur place. Il est cueilli en plein sommeil. je suis pas chez moi, s'il vous plaît. Malgré ce réveil en sursaut, il pose immédiatement une question pour le moins étonnante. Asseyez-vous ici, s'il vous plaît. J'ai juste une question, est-ce que c'est pas la main armée? Le jeune homme a-t-il plusieurs méfaits sur la conscience? Il voudrait en tout cas savoir pour quel motif les policiers viennent le chercher. Il vit ici avec celle qui s'avère être en effet sa petite amie, ainsi que la mère de la jeune femme. Et immédiatement, l'ambiance est électrique. Il est où lui? Je suis là. Il vient? Je peux mettre un pantalon, c'est trop ça aussi. Après, commence pas déjà. Je sais pas, je suis pas chez moi. Vous Ben, je faites le comme sais, ça, comme frère. si j'étais chez moi dans le 9-2, ouais, dans le 9-2, ouais, mais là je suis pas chez moi. Ouais, on est dans le 7-7, c'est pareil. Ouais, ben, je suis pas chez moi ici. Amène-toi, tu vas y retourner dans le 9-2. Ouais, je vais y retourner dans le 9-2. Je suis pas chez moi ici. Vous venez comme ça, on vous sait que t'es croyez pas chez où, toi. là? Et vous vous croyez où? Le suspect semble indigné d'avoir été interpellé dans cet appartement qui ne lui appartient pas. Nous sommes la sûreté territoriale de Hauts-de-Seine. Ouais, pourquoi justificatif là? Bon, déjà, tu commences à fermer ta Ouais, bouche. ouais, depuis là, vous êtes venu, je suis pas chez moi là. Vous Oui, voyez moi pas, aussi, c'est pas tu ma n'es pas mère, chez c'est toi. pas ma chambre, Bon. je suis juste le copain de sa fille. Je vous cassez la porte comme ça, Tu vous laisses rentrez finir chez vous là. Tu as le droit de voir un médecin.
Ouais, je veux voir un médecin, un avocat, ouais, les Un deux. entretien et une assistance. Je veux les deux, je veux tout. Ok, c'est parfait. Non, mais c'est normal ça. Ouais, je veux bien les faire chier, je crois, ils m'ont pas fait chier là, Il est venir là. tôt, ils sont venus tôt chez moi alors qu'il y a eu du 92, je sais pas quoi. Ouais, alors, je m'en bats les c'est leur travail, c'est eux qui veulent le faire. Et c'est eux qui veulent le faire, ça. Je suis fatigué. Une fois calmé, le jeune homme va enfin connaître le motif de son interpellation. Je viens dans le cadre d'une enquête préliminaire pour des faits de tentative de vol à main armée et vol à main armée. Ok? Ouais. Donc, pour cette histoire, tu es placé en garde à vue pour 24 heures qui pourront être prolongées de 24 heures. Ouais, ok. Ce sont des faits qui ont été commis en juin et en août 2012. En juin et en août 2012 2012, oui, l'année dernière, il y a 6 mois. Cette date semble étonner le suspect. Bah, là que vous vous trompez, parfait alors. Venez au niveau garde à vue, c'est parfait. Alors, le mec, moi qui m'attendais à un autre truc, bah c'est parfait ça. C'est même pas moi, je vous le dis. Hein. Parce que ça fait 2 ans j'ai rien fait. Ah bon, on va vérifier. Non, on va vérifier, c'est pas grave. C'est ça le but d'une enquête. Le suspect pensait être interpellé pour une autre affaire. Il clame son innocence et fanfaronne même devant les policiers. Mais vous trouverez rien, vous vous rendez même Oui, mais pas c'est pour compte ça- de là, pour l'instant, comment vous êtes on a- bête et inintelligent, vous êtes venu 500 fois chez moi, j'ai vu, vous êtes jamais ressorti, ne serait-ce qu'il y avait qu'un seul caleçon volé. Rendez-vous compte, vous êtes venu au moins 15 fois, vous n'avez pas trouvé 1 euro, pas un calibre, pas une barrette de shit. Jamais, jamais. Vous allez rien trouver, vous allez ressortir les doigts dans le mon frère. Ça a toujours été comme ça, ce sera toujours comme ça. C'est bien, félicite. Bon, pour la perquisition, c'est bon, Guillaume, tu peux commencer. Loin de se laisser impressionner, Bernard et ses collègues se lancent dans une fouille minutieuse de l'appartement. À la recherche d'une arme, d'une cagoule ou des vêtements que portait le braqueur au moment de cette attaque. Et ils ne vont pas être déçus. La perquisition commence dans la chambre du jeune couple. Et immédiatement, comprenant que l'appartement de sa petite amie va être entièrement retourné, le suspect oriente les enquêteurs. Non, c'est là, je cherche dans le placard, là, le premier plus haut ou bleu. Là Il y a une boîte blanche, là, voilà. C'est bon, heureux. Voilà, gâteau. Dans cette boîte en carton, Tiens. une arme. Je vous explique tout de suite, c'est pas vrai, viens. Le suspect précise aussitôt qu'il s'agit d'une copie. Une arme factice, mais si bien imitée qu'elle fait sans doute le même effet lors d'un braquage. C'est un truc qui s'achète au plus avec une pièce d'identité. Ah oui, non, moi je te dis pas le contraire. T'as les munitions qui vont avec? L'enquêteur veut aussitôt vérifier un point crucial. Lors du deuxième braquage, le malfaiteur a tiré un coup de feu en l'air, une balle à blanc dont la cartouche a été retrouvée sur place. S'agirait-il de la même arme? Non, j'ai pas de munitions, j'ai jamais acheté de munitions. Si, j'ai acheté une fois des balles à gaz, elles sont encore dedans. Il est chargé là. Il y a des balles à gaz dans le chargeur, il est plein. Le chargeur il est plein, voilà, c'est ça que je te demandais. Dans ce chargeur, des cartouches de gaz, qui pourraient tout à fait correspondre à celles utilisées lors du braquage. De retour au commissariat, Bernard vérifiera ce point essentiel de l'enquête. Vous connaissez ça, madame? Vous l'avez déjà vu? Non. Bon, bah écoutez, c'est à lui. La mère de la petite amie semble atterrée par cette découverte. La perquisition continue et les policiers découvrent également des vêtements intéressants, comme cette paire de gants noirs et cette cagoule de motard qu'ils saisissent. Ouais, enfin, on reprend quand même et puis on verra par la suite. Sur la vidéo du premier braquage, le malfaiteur dissimulait son visage sous une cagoule noire et il portait des gants du même genre. Enfin, avant de partir, les policiers tombent sur de nombreux téléphones portables. Technique bien connue des délinquants pour brouiller les pistes. Ah, téléphone. Hop là. C'est à toi, ça? Le téléphone vient de tomber? Mais aucun de ces appareils n'appartiendrait au suspect, ce que confirme sa petite amie. Vous pouvez m'indiquer le numéro de téléphone de sur le numéro de portable? Il n'y en a pas? Ah, il y en a 3 là, de portable. Moi, j'ai plusieurs puces. Donc, il y en a forcément quelques-uns qui prend parce qu'il en veut. Ouais. Fin de la perquisition. Pour le suspect, direction la cellule de garde à vue. Bon, ben il s'habille. Il va faire son petit pipi. Alors tu prends les vêtements, tu prends les trucs sans cordon, enfin tu connais tout ça. Hein? Ok.
Bernard est satisfait, le braqueur présumé est désormais sous bonne garde. Et contre lui, les éléments semblent s'accumuler. Allez, vous montez, monsieur, restez tranquille. Ouais, je vais rester tranquille, je vais pas jouer à ça. J'ai pas assez d'âge. De toute façon, là, on va faire le bilan de la perquisition. On trouve un pistolet qui correspond un peu au type d'arme qui a été utilisé. On trouve cagoules, gants qui peuvent correspondre à ceux qui ont été utilisés, qui apparaissent sur les vidéos. Donc c'est pas mal. Mais rien n'est encore joué. Une partie serrée s'annonce. L'enquêteur espère faire avouer le suspect. Et surtout, l'amener à dénoncer son complice présumé. Bernard sait déjà que ce ne sera pas une partie de plaisir. Ça va être compliqué avec celui-ci. Parce que je pense qu'il ne sera pas loquace. Le policier a quand même dans son jeu un élément accablant. L'ADN du suspect retrouvé sur la clé de ce scooter qui a servi au braquage. Mais le jeune homme pourrait très bien prétendre qu'il est monté sur ce véhicule avant le jour des faits et qu'il n'a rien à voir dans cette affaire. Le dossier de l'enquêteur serait beaucoup plus solide si cette arme factice découverte ce matin tirait des cartouches de gaz identiques à celles retrouvées dans la supérette attaquée. C'est donc le premier point que les policiers vont vérifier. Dès son retour à la brigade de sûreté territoriale de Gennevilliers, Bernard va étudier de près cette arme factice. S'agit-il de celle utilisée pour le deuxième braquage de la supérette? Tiens, c'est vide, hein, j'ai regardé. Tu vois, un machin comme ça, c'est bon, hein? Tu lèves les mains, hein? Non? Et tu vois, la munition, c'est un peu le même truc. C'est du combien, ça? C'est du 8 ou du 9? 9 mm, c'est bon, c'est le même. Hein. C'est le même truc. À première vue, le pistolet peut correspondre. Mais il y a un moyen de le vérifier plus précisément, en comparant ces munitions à la douille retrouvée dans la supérette. Regarde la cartouche. Grâce à la photo qui figure dans le dossier. Tu vois, ça a l'air d'être le même style. Hein. Là, c'est grossi. Hein. La cartouche de gaz semble identique. Le problème, c'est que de nombreuses armes factices peuvent tirer ces cartouches à blanc. Un argument que le suspect ne manquera sans doute pas d'évoquer. Il y a un point en revanche qui pourrait constituer un élément accablant. Le jour du deuxième braquage, le vigile a vu l'agresseur de très près. Il est peut-être capable de le reconnaître. Malgré sa cagoule, grâce à son regard. Ce témoin essentiel a été convoqué en urgence au commissariat. Et 2 heures plus tard... Venez, monsieur. Bonjour. Vous allez bien? C'est un colosse impressionnant qui se présente. Et le vigile n'a rien oublié de cette agression. Ce jour-là, il a eu la peur de sa vie. Allez-y, installez-vous. Le braqueur lui a collé son pistolet derrière la tête. Et lui ignorait qu'il s'agissait d'une arme factice. Ça a été violent pour vous, l'agression? Bah, psychologiquement, oui. Physiquement, non, parce qu'ils m'ont pas frappé, ni rien du tout. C'est juste psychologiquement, parce qu'ils m'ont quand même pointé le pistolet sur la nuque. Et quand on s'y attend pas, la première fois, c'est la première fois que ça m'arrive, donc ça fait tout drôle, quoi. Avec ce témoin, les policiers vont organiser ce qu'ils appellent un tapissage. Guillaume va chercher le suspect dans sa cellule. Et il va le conduire dans une petite pièce où il sera rejoint par d'autres individus totalement étrangers à l'affaire. Comme cet homme qui passait dans la rue devant le commissariat. Merci. Hein. Le vigile, lui, observera ces hommes depuis le couloir, à travers cette glace sans teint, pour ne pas être vu. Reconnaîtra-t-il le suspect comme étant son agresseur? Le tapissage est prêt. Guillaume va chercher le témoin. Manifestement, en s'approchant de la glace sans teint, il est de plus en plus tendu. Tu me vois là ou pas? Non, c'est bon. Bon. Prenez votre temps. En quelques secondes à peine, le vigile a tranché. Alors a-t-il reconnu son agresseur?
Bernard va aussitôt lui poser la question. Tu peux me rouvrir, s'il te plaît? Ah, bah, ça n'a pas été trop angoissant. Ah, maintenant, la pression qui descend. Ça va mieux? Ouais. Voici la photo prise lors du tapissage. Bernard va demander au vigile de confirmer sa première impression en désignant son agresseur par son numéro. Donc vous reconnaissez quelqu'un dans les trois? Ouais, Lequel? le 3. Le 3, ok. Vous êtes formel? Oui. Ouais. Il vient de désigner le numéro 3, c'est-à-dire le suspect. Le vigile est formel, c'est bien l'homme qui a braqué une arme sur lui dans la supérette. Malgré sa cagoule, il n'oubliera jamais le regard de cet agresseur. Même encore maintenant, j'ai encore des images dans la tête. Vous pourriez la reconnaître, la cagoule? On voyait que le blanc des yeux. C'est une cagoule, donc avec deux trous ou juste un trou et puis un trou pour la bouche? Non, deux trous, puis un trou pour la bouche. D'accord. Donc c'est pas la même qu'on a. Une reconnaissance visuelle. Les choses se compliquent pour le suspect. Et sur sa lancée, Bernard veut enfoncer le clou. Le vigile reconnaîtra peut-être aussi l'arme qui, ce jour-là, lui a fait si peur. Avez-vous déjà vu cette arme ou une arme identique? Ça y ressemble en tout cas. Apparemment, elle ressemble à celle que possédait le... Ouais. Sur ce point, le vigile semble plus hésitant. Qu'importe, Bernard a obtenu l'essentiel. Un témoin clé désigne le suspect comme étant le braqueur de la supérette. Bon coup. Comment le jeune homme va-t-il réagir face à tous ces éléments recueillis pendant l'enquête? Au revoir. Au revoir. Au revoir, monsieur. L'ADN sur la clé du scooter. L'arme factice retrouvée chez sa petite amie. Et maintenant le vigile qui le reconnaît formellement. Pour Bernard, l'enjeu est important. S'il parvient à faire avouer le suspect, il l'amènera peut-être à dénoncer son complice. Allez, tu viens? Allez, va là-bas. Quelques heures plus tard, c'est l'heure de vérité. Pour son audition, le suspect est assisté d'une avocate. Bernard va d'abord lui poser une question directe, dont il connaît déjà la réponse. Et est-ce que vous avez commis ces faits? Non. Je sais pas comment c'est fait du tout, non. Comment? Je sais pas comment c'est fait du tout, non. Comme prévu, le suspect nie les faits. Alors le policier va lui exposer progressivement tous les éléments récoltés pendant l'enquête. À commencer par son empreinte ADN, retrouvée sur la clé du scooter qui a servi au braquage. Bernard espère déstabiliser le jeune homme. Comment vous expliquez que votre ADN a été retrouvé sur la clé de contact d'un scooter volé? J'en ai aucune idée. L'explication ne se trouve-t-elle pas dans votre participation au vol à main armée? Non, pas du tout. Non. L'ADN sur cette clé, un mystère pour le suspect. D'ailleurs, il affirme ne pas posséder de scooter. Bernard lui rappelle qu'il a trouvé une cagoule de motard ce matin à son domicile. À qui appartient la cagoule de moto trouvée ce matin lors de la perquisition? La cagoule, à moi. Et si je l'ai acheté, c'est pour le froid. Parce que là-bas, dans le 7e, je fais du vélo dans les bois. Donc, ce qui veut dire, je la mets à chaque fois que je vais faire du vélo dans les bois. Je fais des randonnées. Des randonnées en vélo dans les bois. Bernard sent qu'il n'arrivera à rien avec l'ADN et le scooter. Alors il enchaîne avec un autre élément pour le moins troublant. L'arme factice retrouvée lors de la perquisition et dont les douilles ressemblent à s'y méprendre à celle retrouvée dans la supérette attaquée. Bon, pour revenir au vol d'un armé de... Comment expliquez-vous que les faits étaient commis à l'aide d'un pistolet semblable au vôtre tirant les mêmes munitions? Ça veut dire quoi, tirant les mêmes munitions? Ça veut dire que le mec, il a tiré, c'était du gaz, il y avait de l'extincteur. Il y a une douille qui a été retrouvée, il n'y a pas d'ogive, il n'y a pas de projectile qui est arrivé quelque part, il n'y a pas d'impact. Et d'après la balistique, donc c'est une munition à gaz ou à blanc. À gaz ou à blanc? Alors comment vous expliquez ça? C'est pas toujours pareil que tout à l'heure? Ouais, c'est juste que le plus aussi, c'est à tout le monde, je sais pas. Je sais pas. Je ne sais pas. Les puces, c'est-à-dire à tout le monde. Les puces, il suffit que tu aies 18 ans, une carte d'identité, tu y vas et tu l'achètes, le calé. C'est aussi simple que bonjour. Tu vas, tu dis bonjour, tiens, tu le donnes.
Il n'y a pas que moi Les qui gens peux peuvent acheter. un calibre comme on achète une baguette. Là-bas. Là encore, le suspect à la parade. N'importe qui a pu se procurer la même arme que la sienne. Mais Bernard a gardé le meilleur pour la fin, le dernier élément à charge mis en lumière par l'enquête. Le vigile de la supérette qui reconnaît le suspect à son regard, malgré sa cagoule. Il y a une victime, une personne qui était victime de l'agression. Il vous a reconnu, c'est-à-dire qu'il y a tout. reconnu ma tête. Oui, et il vous désigne. Cette fois, le suspect marque un temps d'arrêt. Il semble accuser le coup. Quoi? Alors là, j'en ai vraiment aucune idée comment ça se fait. Je n'en ai aucune idée. Bon. Je sais que c'est pas moi en tout cas. Puis en réfléchissant, il finit par trouver un argument de défense. Et les voleurs présumés, là, ils avaient pas de cagoule, ils avaient rien sur la tête. C'est une question. C'est pas vous qui avez posé les questions, Badger. Parce qu'elle est forte. Hein. Si la personne avait une cagoule, elle est forte pour voir à travers une cagoule la victime. Si le suspect a bien commis les faits, il sait parfaitement que le braqueur portait une cagoule, ce qui fragilise le témoignage du vigile. Avez-vous autre chose à ajouter? Oui, que je l'ai pas commis, que j'ai rien fait de mal. Malgré tous ces éléments, le suspect reste donc sur sa version. Il n'est pour rien dans ces deux braquages. Aucune chance dans ces conditions qu'il livre l'identité d'un éventuel complice. Après 2 heures d'entretien, Bernard met fin à l'audition. Allez, c'est parti. L'homme n'a finalement rien avoué. Ce sera désormais au juge de se forger une intime conviction. Car selon le procureur, il y a suffisamment d'éléments pour un futur procès. L'individu sera écroué quelques jours, puis relâché et placé sous contrôle judiciaire en attendant d'être jugé. Il encourt 20 ans de prison et 150 000 € d'amende.